nous sommes toujours en direct sur le site deséchos.fr. Netexplo, vous qui nous suivez, bienvenue et merci d'être parmi nous. J'ai le plaisir d'accueillir 3 nouveaux invités sur la recherche et développement écologique et connecté. Olivier Bouet, vous êtes VP Innovation Connected Mobility chez Michelin. Michelin, groupe international, évidemment, qu'on ne présente plus, d'où le titre en anglais probablement, puisqu'il faut voir grand, évidemment. Voilà. Bienvenue à vous, Olivier. À vos côtés, Christophe Liénard. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation au sein du groupe Bouygues, bien sûr. Bienvenue parmi nous. Et puis Clara Getzel, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes managing director de Candou au sein du groupe Saint-Gobain, qui a une histoire d'ailleurs assez étonnante. C'est de l'Open Innovation. Candou, c'est né d'un projet, je crois, au sein de Saint-Gobain, mais en start-up. Vous n'êtes pas clairement au sein de Saint-Gobain avec l'étiquette Saint-Gobain. Je résume un peu votre historique. C'est une start-up qui est née à l'intérieur de la R&D du groupe et qui s'est constituée en start-up depuis 2017. Effectivement, et aujourd'hui, la start-up vit sa vie de start-up au sein d'un incubateur en ayant des liens très privilégiés avec le groupe et sa R&D. Alors, on connaît bien Michelin, évidemment, pour son fameux bonhomme blanc, les pneus. On connaît Bouygues, bien sûr, mais Candou, qu'est-ce que vous faites, justement, aujourd'hui? Quel est votre métier? Candou mesure et améliore le confort à l'intérieur des bâtiments. Quand on parle de confort, on parle d'acoustique, de thermique, de qualité de l'air et de lumière. Exactement. Alors Saint-Gobain, on ne présente quand même pas que Saint-Gobain, qui effectivement, historiquement, est un grand leader du verre. Très belle entreprise. Alors, écologie, innovation, est-ce que c'est compatible d'être écologique et connecté, messieurs? Alors oui, c'est complètement compatible et je dirais même que c'est deux concepts qui se complètent et qui permettent finalement d'asseoir l'innovation telle qu'on l'a développée chez Michelin depuis de nombreuses années. Et finalement, l'objectif de nos activités, c'est finalement d'être dans l'innovation pour une mobilité plus durable et comment concilier finalement réponse aux attentes des clients et éco-responsabilité. Donc en fait, ce n'est pas deux concepts complètement opposable. Au contraire, c'est une superbe opportunité pour un groupe comme Michelin qui s'est toujours investi dans l'innovation au service de ses clients, bien sûr, et d'une mobilité plus durable. Christophe, chez Bouygues, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, un ordre de grandeur des investissements sur la R&D au global? La R&D, dans un groupe comme le groupe Bouygues, qui a finalement 5 métiers, 3 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, Colas, et puis 2 métiers, un dans les médias, TF1 et puis Bouygues Télécom. Donc forcément, ces deux mondes, à la fois construction et à la fois médias télécom, sont dans des niveaux d'investissement R&D différents concernant le digital. Malgré tout, dans le domaine de la construction, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, finalement, avec le BIM, Building Information Modeling, avec les bâtiments connectés, avec même les routes qui sont connectées, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc il y a un effort considérable qui est fait pour que ce métier évolue, sachant qu'effectivement la construction va à un rythme moins élevé que le monde des télécoms. Alors on en parlera d'ailleurs, il y a une table ronde, restez avec nous tout à l'heure pour tech et construction durable. C'est un sujet qu'on évoquera ici autour de ces tables. Pareil, même question pour vous, Olivier, la part d'investissement sur la R&D au sein du groupe Michelin aujourd'hui? Oui, globalement, on est sur 700 millions d'euros investis chaque année dans la R&D, ce qui représente à peu près 3% de notre chiffre d'affaires. Donc qui est plutôt stable dans le temps, mais qui se répartit en fonction de notre stratégie sur les 4 piliers que le groupe cherche à développer aujourd'hui. La partie pneumatique qui reste évidemment le cœur de notre activité. Et puis 3 autres piliers, les services et solutions, et ça sera l'objet probablement de discussions et de questions suivantes sur la connectivité. Oui. La partie expérience, comment améliorer l'expérience de l'usager dans sa mobilité. Et le volet important des matériaux de haute technologie, dans lequel on y trouve tout un tas d'activités, à la fois sur le développement de nouvelles solutions matériaux pour être plus éco-responsables. Donc on parle de recyclage, de renouvellement de matériaux biosourcés. Et puis on parle aussi d'hydrogène, qui est un axe majeur aussi
d'innovation pour Michelin, qui croit beaucoup dans cette technologie depuis de nombreuses années. On en parle de plus en plus de l'hydrogène, effectivement. Oui. On fera peut-être une table ronde dédiée là-dessus, d'ailleurs. Saint-Gobain, la part d'investissement au global, c'est non seulement évidemment de travailler avec Candoux, mais c'est sans doute beaucoup plus. Je crois que Saint-Gobain s'est lancé dans beaucoup d'initiatives, le biomimétisme, comment faire mieux en fait avec ce qui nous entoure. Oui, tout à fait. Donc la R&D et l'innovation sont une partie très importante de l'identité du groupe. Il y a chaque année un peu plus de 400 brevets qui sont déposés. Depuis 9 ans, Saint-Gobain figure parmi les 100 entreprises les plus innovantes. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'ADN de ce groupe. En termes d'innovation et d'éco-responsabilité, ça débouche sur finalement des innovations produits dont l'objet est de déboucher dans des bâtiments qui sont performants d'un point de vue énergétique et qui génèrent moins de CO2. Donc il y a de l'innovation produit et il y a des procédés de production qui sont de plus en plus décarbonés. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête justement sur des cas concrets. Pour qu'on comprenne tous et celles qui nous écoutent. Je ne vais pas dire que ceux, parce qu'après on va dire que je pense pas aux femmes, mais si. Pour toute l'audience, rentrons dans le détail. Par exemple, vous dites que voilà, on peut créer des produits qui consomment moins. On peut créer cette bonne chaîne de valeur entre rester compétitif par l'innovation, mais en ayant cette conscience tangible qu'on ne détruit pas la planète, on n'augmente pas notre bilan carbone, etc. Quel est l'exemple qu'on peut donner ? Un exemple, par exemple, dans le vitrage, il y a de nouveaux vitrages qui sortent, qui sont 20% plus performants et qui apportent un équilibre entre l'isolation et la lumière naturelle. Donc ça, c'est pour la partie confort de l'habitat. Et tout le procédé de production pour arriver à une telle nouvelle référence de vitrage performant se base sur des énergies qui sont plus vertes, se base sur des matériaux, des matières premières qui donnent une part plus importante à des matériaux recyclés et voilà, à des procédés de production qui sont décarbonés. Le groupe Saint-Gobain a pris notamment un engagement à l'horizon 2050 d'avoir une empreinte carbone, la neutralité de l'empreinte carbone. Oui, tout à fait. Même question pour vous, Olivier, Christophe. Un exemple qui me vient en vous écoutant et qui est proche finalement des domaines de compétences également de Saint-Gobain. On a, il y a quelques années, réfléchi à un bâtiment qui serait quasiment autonome en énergie et en ressources. Donc on l'a appelé ABC, Autonomous Building for Citizens. Donc on l'a co-construit au départ avec les équipes d'un Open Lab qui est basé au CEA qui s'appelle Ideas Lab. Donc c'était vraiment un concept. Et puis finalement, on a poussé cette idée de concept et on a construit le bâtiment qui, au printemps 2020, est maintenant habité et qui consomme 70% de moins d'énergie, mais qui récupère également, qui consomme 70% de moins en eau. Donc on récupère l'eau, on la traite, on a des dispositifs très de filtration de cette eau. On a la gestion de l'énergie, un véritable champ photovoltaïque sur le toit qui permet de stocker ensuite cette énergie dans des batteries et qui est utilisée. Donc on a poussé le prototype finalement jusqu'à en faire un vrai bâtiment que vous pouvez voir aujourd'hui à Grenoble, qui s'appelle le bâtiment ABC, qui a d'ailleurs une signature. Et pour nous, c'est important d'aller au bout de la démarche et puis de voir finalement comment, au niveau économique, ensuite on peut réaliser l'opération. Donc on l'a fait bien sûr en écosystème. Vicat est partenaire de l'opération pour les bétons bas carbone et les matériaux isolants. On a également Schneider qui est également fortement présent à Grenoble, qui est présent dans les batteries. Donc on a fédéré finalement un écosystème qui permet aujourd'hui de sortir un bâtiment qui est extraordinaire. Olivier, quel est l'exemple que vous pouvez donner au sein du groupe Michelin, justement d'une innovation responsable finalement? Oui. Alors en fait, en revenant à ce que je disais tout à l'heure, pour montrer qu'on est impliqué dans cette aventure de l'innovation au service de la mobilité durable, on peut revenir sur l'histoire du pneu radial qui consistait déjà à réduire la matière utilisée tout en améliorant la performance des pneumatiques. Plus récemment, le pneu énergie, basse résistance au roulement pour réduire les émissions de CO2 et la consommation des véhicules. Et aujourd'hui, nous travaillons sur ce que nous appelons le long lasting performance, c'est-à-dire comment exploiter au maximum tout le potentiel du pneumatique tout au long de sa vie,
Donc utiliser au maximum la matière, donc dans une stratégie 4R de je réduis la matière, je la réutilise, je la recycle ou je la renouvelle. Concrètement, de proposer la meilleure performance tout au long de la durée de vie du pneumatique à travers des technologies innovantes, soit sur les matériaux, soit sur l'impression 3D métal qui permet de faire des bandes de roulement complexes qui vont permettre de maintenir une performance pour l'usager au meilleur niveau tout au long de la vie du pneumatique. Je crois que aussi vous avez mis le paquet sur la RFID. Vous avez connecté beaucoup de vos assets chez Michelin. La transition sur la partie connectivité. Le RFID est une technologie sur laquelle Michelin s'est engagé depuis de nombreuses années en considérant que l'avenir serait au développement d'un écosystème connecté pour une mobilité plus durable. Et notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas de mobilité durable sans mobilité connectée. Et le RFID est le premier étage de cette aventure pour connecter le pneumatique à un écosystème, pour créer le digital twin du pneumatique et permettre d'améliorer la traçabilité et l'identification du pneumatique tout au long de sa vie, donc permettant d'aider par exemple toutes les phases de recyclage ou de rechappage, donc toutes les opérations autour du pneumatique. Oui. Et puis bientôt, combiné à d'autres capteurs dans le pneumatique, de permettre de développer des nouveaux services de prédictive maintenance, par exemple, où chaque utilisateur dans son véhicule pourra connaître à tout moment l'état d'usure de son pneumatique. C'est rassurant ça, quand on est C'est sur 4 rassurant, roues, ça apporte de la sécurité dans la mobilité, et ça permettra aussi de développer tout un tas de services d'aide à la maintenance pour finalement une meilleure expérience de mobilité et permettre aux gens de se déplacer en toute tranquillité avec l'anticipation du remplacement des pneumatiques, etc. etc. Alors, les innovations que vous décrivez là, qui sont très concrètes, merci d'ailleurs, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte plus cher de faire de l'innovation avec des contraintes environnementales, éco-responsables, auxquelles les entreprises sont aujourd'hui évidemment obligées de se conformer? Vous voulez commencer? Ça dépend de quel type d'innovation on parle. On peut aussi parler d'innovation de service. Et en fait, là, c'est plutôt une innovation qui cherche à mettre l'usager au cœur et qui cherche à faciliter la vie de nos clients. Ce type d'innovation, en fait, voilà, le digital permet aussi d'envisager ce type d'innovation-là. Et finalement, le coût lié au développement de cette innovation, finalement, il se retrouve dans un gain de productivité globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On peut investir au départ en disant, tant pis, on perd un peu de sous, c'est pas grave, mais notre R&D, on y met un peu plus finalement en termes de coûts économiques, mais on s'y retrouve sur la facture finale parce qu'on va trouver des leviers, des nouveaux clients, etc. C'est ça l'idée? Oui, mais je le positionnais de manière différente. C'est sûr que dans une entreprise comme les nôtres, Saint-Gobain, Michelin et Bouygues, on a les reins solides pour mettre de l'argent au départ sur une idée qui n'est pas encore sèche et qui va devoir prendre un petit peu de temps. Mais ce qui nous semble important, et en tout cas ce qui correspond véritablement à l'ADN d'un groupe comme le groupe Bouygues, mais également Michelin, c'est les hommes au centre. Et donc je vais vous raconter une histoire, moi qui me semble fabuleuse, c'est l'histoire d'un directeur de projet sur le Grand Paris et qui trouve que finalement les travaux du Grand Paris, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, les habitants ils n'en peuvent plus. Et donc si on rapidement met pas au point quelque chose qui permet de pouvoir mesurer tout ça et s'améliorer et avoir un référentiel finalement qui soit bien calé, on va beaucoup souffrir. Donc il a décidé dans un programme d'intrapreneuriat, donc finalement assez low cost, de développer cette idée. Aujourd'hui, cette idée, c'est devenu une entreprise qui s'appelle Comin, qui permet, à l'aide de capteurs mis sur les chantiers, pour mesurer donc le bruit, pour mesurer la température, pour mesurer la poussière, pour mesurer la qualité de l'eau. On parle aujourd'hui de ce qui va se déverser dans la... Donc on peut mesurer tout ça et avoir une vision claire des nuisances et donc agir sur ces nuisances. Et donc aujourd'hui, ce Comin rafle tous les marchés qui sont autour de ce sujet-là parce que finalement, c'est venu d'une incarnation, d'un garçon qui sur le terrain avait subi finalement ces mésaventures finalement, ou en tout cas le fait que ça gênait son environnement. Donc l'aventure humaine autour de tout ça est quand même clé si on veut que ça réussisse. Vous avez l'air d'être d'accord, Olivier, avec ça? Oui, je rejoins complètement Christophe. Et en fait, je n'oppose pas cette question de connectivité et de coût. Et en tout cas, ce n'est pas la bonne manière de prendre les choses. Je pense que dans notre vision,
chez Michelin, nous considérons que tout doit être durable, c'est-à-dire la partie pérennité économique, la partie réponse aux attentes sociétales et des personnes et dans le respect de l'environnement. Donc je dirais que ce n'est même pas un débat de savoir s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Et après, je rejoins Christophe sur le fait que les data ou la connectivité permettent de mesurer, de mieux comprendre l'usage et donc d'améliorer les process de conception dans toutes nos entreprises, mais permet aussi de tangibiliser les bénéfices que l'on peut apporter à nos clients dans des services, etc. Donc de toute façon, la connectivité est essentielle pour notre développement futur. Merci. On est obligé de conclure cette passionnante discussion sur innovation R&D plus responsable. Merci à tous les trois d'être venus ici en direct chez Netexplo. On va continuer, c'est toujours l'heure, et merci encore d'être là parmi nous avec un autre sujet, mais qui se rapproche assez bien de ce qu'on vient de se dire, le Green IT, les infrastructures résilientes, sobres et durables. Où en sont nos amis les DSI? C'est tout de suite, avec 3 nouveaux invités.